Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à la suite de l'histoire d'Israël. Ah mais oui, cette histoire que tu nous as contée, sur les nains d'Erebor qui vont à la reconquête de la montagne solitaire. Et c'est le Hobbit ton truc. Eh bah bien vu, en effet le parallèle est tout à fait possible. Tolkien écrit dans les tranchées de la Première Guerre mondiale au moment où il y a une flambée de l'antisémitisme. Et on observe que les préjugés envers les juifs sont les mêmes chez les nains du Hobbit. Ils ont les mêmes tares, et surtout les deux ont été chassés de leur terre natale et cherchent à y retourner après un long exil. Ah mais du coup, l'Arkenstone, en fait c'est une allégorie du fanatisme religieux. Et oui, on pourrait pousser le parallèle encore plus loin, où l'Arkenstone, la pierre de pouvoir, pourrait symboliser la folie due à la religion, au fanatisme. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce parallèle, et je te demande de repartir chez toi s'il te plaît. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais retourner à mes croquettes. Allez, ciao. Bon, reprenons. Comme je vous ai expliqué, en 1947 est créé l'État d'Israël, ainsi que l'État de Palestine. Le 14 mai 1948 est signée la fin du mandat britannique. Les Anglais partent. Le lendemain, 5 armées envahissent Israël. 5 armées envoyées tout droit par ce qu'on appelle la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est un groupe d'États qui s'est réuni dans l'objectif de récupérer Israël pour la Palestine. Dans ce groupe, on retrouve notamment l'Égypte, la Syrie, la Transjordanie et l'Irak. Dans un premier temps, Israël ne réagit pas ou peu. L'attaque est donc menée sur 5 fronts. Israël, étant seul, ne peut pas lutter sur ces 5 fronts. De plus, elle espère que l'ONU intervienne et empêche la suite de l'invasion. Mais l'ONU ne réagit pas et finalement Israël décide de réagir le plus promptement possible. Et contre toute attente, cette offensive de la Ligue arabe est un échec total. Certes, ils ont gagné une certaine avancée au début, mais une contre-offensive est lancée et elle est victorieuse. Israël sort victorieuse de ce qui va devenir la guerre d'indépendance. Alors, pourquoi cette réussite? C'est très simple. Les 5 armées sont envoyées par 4 États différents. Chacun prétextant envahir Israël au nom de la Palestine. Mais dans la réalité, chaque État défend ses intérêts propres. Par exemple, la Transjordanie récupérait Jérusalem et la côte Est qui borde en fait son État. Donc la Palestine, c'est un peu un prétexte pour essayer de récupérer des territoires. Il y a un manque total d'unité militaire dans cette guerre et dans cette invasion. Et donc de fait, Israël s'en sort facilement victorieuse. En janvier-février 1949, l'ONU demande un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui sera respecté puisqu'en juin et juillet 1949, différents armistices vont être signés entre Israël et les différents États qui l'ont envahi. Conclusion de cette affaire, Israël a récupéré les territoires supplémentaires à ceux qu'on lui avait concédés en 1947. On estime qu'elle élargit son territoire d'à peu près 21%. A l'inverse, la Palestine perd quasiment 81% de son territoire, récupéré à la fois par Israël, mais également par les États qui ont envahi Israël. Et oui, les pays de la Ligue arabe en ont profité un petit peu aussi. Ce qui conduit à de grandes vagues de migration, à la fois de Palestiniens et également de Juifs. On compte à peu près que pendant cette période, 720 000 Palestiniens vont fuir les combats et partir en exil dans les différents pays arabes. A l'inverse, les Juifs, eux, sont chassés des pays arabes et viennent s'installer en Israël, et de manière massive, puisqu'on compte à peu près 850 000 nouveaux migrants. Cet afflux massif va poser quelques problèmes au lendemain de cette guerre d'indépendance, puisque le nombre de juifs en Israël va doubler. On va passer quasiment de 1 à 2 millions, et l'État qui est en train de se construire va devoir faire face à cette nouvelle vague de migrants, et ce qui va expliquer que dans un premier temps, le pays est en crise économique, avec un taux de chômage aux alentours de 11%. C'est énorme. Il faudra attendre les années 50 et surtout les années 60 pour que la crise économique cesse et que l'Israël connaisse un fort taux de croissance. En particulier grâce à l'aide des Allemands qui, à La Haye, en 1952, vont promettre à Israël une donation d'un montant de 3 milliards de marks sur 12 ans, ce qui est énorme. C'est une manière pour l'Allemagne de se faire pardonner des crimes du Troisième Reich. D'ailleurs, les Juifs expliquent que cette donation, c'est pour installer les rescapés du Troisième Reich.
Cet accord de 52 va être réitéré en 1960 à New York. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'État d'Israël est créé en 47, mais il faut tout construire et surtout chercher des modèles. Les Juifs, venant majoritairement d'Europe, s'inspirent de leur modèle politique et instaurent une république démocratique parlementaire. République démocratique, c'est très simple, le pouvoir du peuple, c'est le suffrage universel, et parlementaire, ça veut dire que le Parlement a tous les pouvoirs. Le président n'a qu'un rôle représentatif, comme la 4ème République en France. Ce Parlement est proportionnel, ce qui veut dire que tous les partis politiques sont représentés d'une certaine manière. Ce qui veut dire qu'il faut faire des coalitions pour faire passer une idée. Et surtout, cet État est laïque. Contre toute attente, et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État d'Israël n'est pas juif. Et toutes les religions sont acceptées en son sein. Les menaces extérieures sont toujours existantes. En effet, pendant la guerre d'indépendance, l'Égypte avait récupéré une partie du territoire dans la bande de Gaza. Et régulièrement, ils harcèlent Israël sur ses frontières. De plus, le front est près de Jérusalem est toujours menacé par la Jordanie qui harcèle les frontières. Pour Israël, les tensions avec l'Égypte vont s'augmenter au fur et à mesure, notamment en 1954. L'Angleterre décide de se rapprocher de l'Égypte de Nasser. Alors Nasser, c'est un colonel égyptien qui a fait un putsch en 1952 en Égypte et a fait tomber la monarchie égyptienne. On a installé une république où l'armée est à la tête. Et Nasser est le principal instigateur. Nasser a un objectif. Il veut récupérer le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est un canal qui a été construit au 19e siècle par les Anglais et les Français, dans une période de colonisation, et c'est le lien entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. Celui qui contrôle le canal de Suez contrôle l'intégralité du commerce de cette région. Donc il y a un intérêt économique et aussi militaire. En 1954, on est dans un contexte de guerre froide. Je vous rappelle très rapidement, front ouest, le capitaliste avec les États-Unis, front est, l'URSS avec les communistes. Dans cette optique, l'Amérique cherche à convaincre les pays du Proche et du Moyen-Orient de rejoindre le camp des Occidentaux et non celui des communistes. Et donc on a des accords qui sont signés avec les différents pays du Proche et du Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle l'accord de Bagdad. Et en 1954, pour parfaire ces alliances avec l'Égypte, les Anglais vont promettre et vont provoquer le départ de ces troupes du canal de Suez, qui a contrôlé jusque-là. L'Égypte peut, grâce à ça, récupérer le canal de Suez. Évidemment, ça passe pas très bien quand Israël l'apprend, et elle va fomenter une sorte de complot qu'on appelle le scandale Lavon, du nom du ministre de la Défense de l'époque. Ils vont créer des attentats en Égypte et faire croire que ce sont les Britanniques qui ont attaqué les Égyptiens. Dans l'absolu, ça peut casser en effet l'idylle entre les Égyptiens et les Anglais. Sauf que cela va échouer totalement parce qu'en fait le réseau va être démantelé, les Juifs égyptiens capturés vont être exécutés. L'Égypte répond aux attentats et décide de créer une armée, l'armée des Fédayines, qui a pour objectif d'harceler Israël. Cette armée est composée d'hommes prêts à sacrifier leur vie pour la cause palestinienne. C'est ce qui servira de base au nationalisme palestinien dans les années à venir. Heureusement pour les Israéliens, 1 an plus tard, les relations entre les Anglais et les Égyptiens vont être au plus bas. Pourquoi ? À cause du congrès de Bandung. Bandung, c'est un grand congrès qui va réunir tous les pays du tiers-monde. Tous ceux qui ne veulent pas faire partie de la guerre froide ou qui ne veulent pas rejoindre soit le camp capitaliste, soit le camp communiste. Ils veulent créer un 3e camp, celui du tiers-monde. Et dans ce congrès va s'illustrer Nasser, qui veut être l'un des principaux chefs et acteurs de ce 3e camp, ainsi que Mao pour la Chine. De ce choix diplomatique, il s'éloigne de l'Amérique. Et comme les Anglais sont proches des Américains, ils sont mécontents. Et évidemment, ça arrange Israël. D'autant plus que, encore 1 an plus tard, en 1956, Nasser va décider de nationaliser le canal de Suez. Il va l'acheter. Et il va dire, les Anglais et les Français, au revoir. Et là, évidemment, les Anglais, ils sont pas très contents, ni les Français, de s'être fait jeter par-dessus bord. Et donc, ils vont décider de conclure un pacte avec Israël. Pacte secret qui sera signé à Sèvres, et où il est décidé qu'on lance une invasion sur l'Égypte. Alors, très simple, l'Israël sert de camp de base pour envoyer les armées françaises et anglaises sur l'Égypte.
Donc les Anglais et les Français envoient leur armée contre la ville de l'ONU, et contre toute attente, après quelques jours où l'armée est en mouvement, l'ONU intervient et dit « cessez tout, vous rentrez chez vous et vous ne récupérez pas le canal de Suez ». Les Anglais et les Français rentrent la queue entre les jambes chez eux. Alors vous allez me dire, oui mais du coup, les Israéliens n'ont rien gagné dans cette affaire. Eh bah si, il se trouve que si, puisque en 57, donc un an après ces événements, l'ONU installe les casques bleus. C'est l'armée de l'ONU. Et donc de fait, les casques bleus font une sorte de rempart entre l'Égypte et Israël, de la part des Égyptiens. Donc, elle s'en sort plutôt victorieuse, indirectement, de cette affaire. La Palestine, pendant la guerre d'indépendance, a eu peu son mot à dire en réalité. D'ailleurs, ses principaux chefs militaires étaient en exil ou étaient morts pendant la révolution arabe de 1936-1939. Et donc, il n'y avait personne pour les guider pendant cette guerre d'indépendance. Et là, progressivement, grâce à Nasser, un mouvement nationaliste va revoir le jour, qui va s'illustrer 10 ans plus tard par la naissance de l'OLP par Arafat, qui est un groupuscule nationaliste qui est pour la défense de la patrie palestinienne et qui agit par terrorisme. Au tout début des années 60, commencent à avoir lieu les grands procès contre les nazis, notamment le procès Eichmann de 1960, qui va permettre de montrer au monde entier ce que les juifs ont subi pendant la guerre. Et ce réveil des mémoires va permettre à l'opinion publique mondiale d'être d'accord, en général, avec les juifs, et notamment avec Israël. Ils vont lui donner raison sur la plupart de ses agissements. En 67 a lieu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, elle explose à cause du départ des casques bleus. L'ONU décide que ses armées repartent chez elles. Naturellement, les Égyptiens commencent à mettre des troupes armées au sud d'Israël. Israël prend la menace très au sérieux, d'autant que la propagande de la Ligue arabe reprend de plus belle et promet aux Juifs qu'ils les mettront à la mer. Dans ce contexte un petit peu compliqué, forcément, Israël est très méfiante. Elle se demande s'il n'y a pas une invasion qui ne devrait pas avoir lieu sous peu. Et pour éviter ça, pour éviter une invasion, elle va décider de lancer une offensive défensive. En 1967, contre cette menace extérieure, Israël décide de lancer son armée dans une grande offensive avant de se faire attaquer. Et donc envoie ses armées dans le sud envahir l'Égypte et également à l'est, où la Jordanie lui a déclaré la guerre. Dans un premier temps, la Jordanie contrôle les territoires aux alentours de Jérusalem et bombarde les alentours. En même pas une journée, la totalité de l'aviation irakienne, syrienne, jordanienne et égyptienne est détruite par l'aviation israélienne. Une journée et c'est fini, il n'y a plus d'aviation adverse. 5 jours plus tard, c'est très simple, l'Égypte a été vaincue, laminée, l'ONU est obligée d'intervenir pour faire cesser cette guerre parce que en réalité Israël est en train de conquérir et de récupérer tout sur son chemin. Conclusion de cette guerre des 6 jours, une annexion flagrante de la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï, ainsi que les territoires est et ouest de Jérusalem. Cette guerre, donc, Israël la justifie en disant que c'était en prévention d'une attaque que ces espions auraient découvert, ils auraient découvert des plans, ils savaient que la menace était réelle, et donc on lançait cette offensive victorieuse. Pour la première fois de l'histoire d'Israël, les Israéliens apparaissent plus comme des petits réfugiés qui viennent s'installer comme ils peuvent ici, ce sont des véritables guerriers, des gens qui sont capables de se défendre. En 1967, Israël est victorieuse de la guerre des 6 jours grâce à 2 éléments, une bonne stratégie militaire ainsi qu'une aide matérielle venue des États-Unis. À la sortie de la guerre, Israël se sent invincible. Elle accepte de rendre les territoires qu'elle a annexés. Mais dans la réalité, des colonies subsistent sur ces territoires et une occupation militaire serait également de mise, entraînant ainsi une occupation des territoires normalement appartenant à la Palestine. Ce qui va entraîner des mécontentements et surtout la montée des violences entre Palestiniens et Israéliens. La croissance de ces tensions entraîne la création du Front populaire palestinien. Il s'agit d'un groupe nationaliste qui a pour objectif l'indépendance de la Palestine. Et cela en orchestrant des attentats contre Israël. Le meilleur exemple étant la déviation et la destruction d'avions à destination de Israël. Ça ira jusqu'à plus loin. En 1972, aux Jeux Olympiques, les athlètes israéliens seront assassinés par le FLP. Ces tensions vont continuer d'être attisées et
elles vont exploser en 73. Ça va être le début de ce qu'on appelle la guerre du Kippour, qui porte le nom d'une des principales fêtes religieuses des Juifs. Fête qui a lieu aux alentours de octobre. Et en fait, c'est très simple. Le 5 octobre, l'armée égyptienne et l'armée syrienne font une coalition et envahissent Israël. Les Israéliens sont poussés à la défense et tardent à intervenir. Dans cette guerre du Kippour, Israël ne peut pas compter sur ses alliés traditionnels. En effet, la Ligue arabe a décidé d'utiliser une pression économique. Pour la première fois, elle va décider de tripler le prix du pétrole. C'est ce que l'on appelle le premier choc pétrolier. Face à cette menace, les États-Unis ainsi que les Européens ne peuvent plus et ne veulent plus intervenir en faveur d'Israël, au risque de voir ce prix augmenter davantage. Du coup, Israël, dans un premier temps, est en difficulté. Bon, malgré tout, elle parvient à faire une contre-offensive et réussit à repousser cette invasion. L'armée syrienne est vaincue et l'armée égyptienne est coupée de son ravitaillement et finalement est obligée de cesser le feu. On est alors à 101 km du Caire et à 44 km de Damas. La contre-offensive est victorieuse pour Israël et c'est une victoire militaire. Dans l'absolu, cette guerre qui était d'abord une initiative des Arabes va se solder par un échec pour eux. Mais pour autant, c'est un échec sur le plan politique. Parce que pour la première fois, les services secrets israéliens n'ont pas su prévenir cette attaque. Et surtout, aux yeux du monde, la crise économique qui va suivre cette guerre va affecter l'ensemble du monde. Or, c'est Israël qui va être accusé d'être à l'origine de la crise économique. Et là, on voit renaître les vieux revenants du 19e et du début du 20e siècle contre les Juifs. Moi je suis fatigué. Je crois que je vais aller dormir. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Bon, merci pour cette intervention et du coup on va s'arrêter là et la suite dans une prochaine vidéo. A bientôt les chatons!